Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ma vidéo réponse à Taylor Bryan. Je suppose que ça se dit comme ça. Je ne sais pas s'il faut le lire à la française, Taylor Bryan. Bon, en tout cas, il m'a demandé de vous présenter les difficultés auxquelles j'étais confronté lors de mon apprentissage de l'arabe et du turc. Donc j'ai déjà fait une vidéo assez longue. Désolé d'avoir un peu débordé. Bon, il n'y a plus de débordement. À la base, YouTube, c'était 10 minutes par vidéo. Maintenant, on peut faire des vidéos plus longues. Si le sujet vous intéresse, restez connectés. Bon, maintenant, aujourd'hui, on parle du turc. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles j'ai été confronté lors de l'apprentissage du turc? Euh, Bon, premièrement, le turc et l'arabe, on ne peut pas comparer ces deux langues. L'arabe, c'est une langue sémitique et le turc, c'est une langue ouro-altaïque qui a beaucoup de ressemblances grammaticales avec le coréen et elle possède également beaucoup de ressemblances avec le japonais, au niveau grammatical uniquement, pas au niveau lexical. La prononciation du turc est assez simple. Il n'y a pas de lettres, contrairement à l'arabe, il n'y a pas de lettres difficiles à prononcer pour les Européens ou pour les francophones en particulier. Euh, il s'agit plutôt de la difficulté grammaticale. Si on n'a jamais appris une langue comme le japonais ou le coréen, apprendre le turc est assez compliqué, par exemple pour un francophone ou pour un anglophone, car on exprime les idées dans l'autre sens. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exprimer les idées dans l'autre sens? Il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que les francophones expriment une idée dans ce sens-là, les Turcs l'exprimeront dans l'autre sens, comme les Japonais. Alors prenons un exemple concret. Euh, En français, j'ai pêché beaucoup de poissons aujourd'hui. Une phrase banale, basique, j'ai pêché beaucoup de poissons aujourd'hui. Alors, en turc, on commencera dans l'autre sens. On dira aujourd'hui, beaucoup de poissons, j'ai pêché. Euh, Bugün, aujourd'hui, çok balık, beaucoup, poisson, tuttum, j'ai pêché. C'est-à-dire que la phrase va toujours dans l'autre sens qu'en français. Et c'est assez déconcertant au départ. Par exemple, je mets la bouteille d'eau sur la table, en français. Masa üstünde, masa üstünde şişe koyuyorum, par exemple. On dira table sur la bouteille je mets. En fait, c'est assez spécial de dire tout à l'envers. C'est un peu, ça désarçonne au premier abord et ça prend du temps à s'habituer à exprimer les choses d'une autre façon. C'est la principale difficulté que j'ai éprouvée quand j'ai appris le turc au départ, il y a maintenant 5 ans de cela. Bon, j'ai appris intensivement par moi-même en mode autodidacte pendant 2 ans, puis j'ai pratiqué beaucoup. Euh, et la deuxième difficulté, c'est une difficulté d'ordre culturel. C'est-à-dire que la Turquie, c'est vraiment le pont entre l'Europe et l'Asie. C'est vraiment un pays asiatique. La culture ne ressemble pas tellement à la culture européenne. Et il faut s'adapter. Il y a des concepts inexistants en Europe, mais qui existent en Turquie. Et la langue, également, elle véhicule ce genre de concept. Par exemple, lorsqu'on sort de chez le coiffeur, bah, si on rencontre un ami et un ami turc et on lui dit ah je viens de chez le coiffeur, il va vous dire sıhhatlar olsun. Ça veut dire littéralement que la santé soit avec vous. C'est un peu bizarre de le traduire comme ça, mais c'est une expression figée, consacrée à cet usage-là, c'est une expression que l'on utilise une fois que on rencontre quelqu'un qui sort de la douche ou qui vient de se faire couper les cheveux en fait. Et cette expression-là n'existe pas du tout en français, ni en espagnol, ni en anglais. Je ne sais pas si elle existe en grec, je pense pas. C'est pas typiquement asiatique, mais c'est quelque chose de turc, je pense. Puis il y a des
par exemple des choses qu'on fait en Turquie, mais qu'on ne fait pas en Europe. Par exemple, lire l'avenir dans le mar de café. On a des petites tasses de café turc et il y a le mar qui reste. Et puis on renverse la tasse sur la soucoupe et on attend 5 minutes, on papote, on ouvre la tasse, enfin on la renverse et on commence à lire l'avenir dans la tasse. Bon, euh, et bon, il y a des expressions pour ça. Par exemple, il y a une expression assez connue qui dit Neyse hale, çıksın fale. C'est assez difficile c'est assez difficile à exprimer. Neyse hale, çıksın fale. Euh, c'est très difficile à traduire. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, euh, ben, la destinée sortira par la voyance, quelque chose du style comme ça. Mais c'est très mal traduit parce que je l'improvise, mais ce sont des expressions tout à fait typiquement turques qui n'existent pas. J'ai un autre exemple. Quand on vous dit bienvenue en anglais, welcome, on dit thank you, ou en français bienvenue, hein, merci. Eh bien, si vous traduisez ça en turc, si on vous dit hoş geldiniz, qui veut dire bienvenue, et que vous traduisez et vous dites teşekkür ederim ou teşekkürler, qui veulent tous les deux dire merci, ça semblera très bizarre parce qu'il y a une expression consacrée pour répondre à une personne qui vous dit bienvenue. Hoş geldin, il faut dire hoş bulduk. Et, et ce sont des expressions qui n'existent que en turc. Enfin, peut-être dans d'autres langues ça existe, mais ça n'existe pas en français. Alors c'est difficile à s'adapter et à comprendre cette culture au départ qui est vraiment unique. Et quoi d'autre? Oui, aussi quand on vous souhaite bon appétit dans le monde francophone, c'est souvent avant de manger. Quand on amène le plat, c'est toujours avant de manger. Mais en Turquie, ça peut être quand vous avez fini de manger, on vous dit bon appétit. Afiyet olsun, c'est très normal. Peut-être après, vous avez déjà fini de manger et 1 heure après, un ami vient et voit que vous avez fini de manger et vous dit Afiyet olsun. C'est vraiment normal de dire bon appétit 1 heure après. Alors ce genre d'aspect culturel est assez difficile à apprendre dans les livres. Il faut l'apprendre en côtoyant les Turcs, en voyageant en Turquie, dans les Balkans où il y a beaucoup de Turcs un peu partout. Ils sont répartis dans l'ancien empire ottoman dans les Balkans, c'est-à-dire en Macédoine, en Bulgarie. On les trouve pas tellement en Roumanie, pas du tout, je pense. Ben, un peu partout là, et en Turquie bien sûr, et également un petit peu en Géorgie, parce que l'Empire ottoman s'étendait également à la Géorgie. Euh, Toujours dans l'aspect culturel, parfois c'est non-verbal, c'est-à-dire une personne âgée vient et vous tend sa main comme ça. Si vous avez uniquement appris le turc dans les livres, vous ne comprenez pas qu'est-ce que cette personne veut. C'est une espèce de baise-main à la turque. Il faut d'abord faire le baise-main et puis mettre la main sur la tête. Et c'est un signe de respect et de salutation pour les personnes âgées. Ce sont uniquement les jeunes qui le font pour les personnes plus âgées. Ça peut être pour les personnes de 60 ans, à partir de 60 ans, je pense. Et finalement, une des difficultés supplémentaires en turc, c'est bien évidemment comme l'arabe, c'est des langues qui n'ont presque aucune parenté avec les autres langues européennes. Par exemple, le mot lokanta, il est impossible de le deviner que c'est le mot restaurant. Uluslar arası, c'est le mot pour international. Je pourrais en citer beaucoup des mots comme ça. Et il y a principalement en turc, bon, il y a les mots turcs qui peut-être font
90% du lexique turc. Puis il y a peut-être 3-4% de mots d'origine française et peut-être 5% ou peut-être un peu plus de mots arabes en turc. Mais pas beaucoup en fait. Les mots de la vie de tous les jours ne viennent pas vraiment de l'arabe. C'est-à-dire manteau, table, chaise, fourchette, ça ne ressemblera pas du tout à l'arabe. Par exemple, on peut comparer, hein. En arabe, on dit shauka pour la fourchette, mais en turc, on dit çatal. Pour la chaise, en turc, on dit sandalye. En arabe, on dit kursi. Euh, mais pour les concepts religieux, il y aura, ou politiques, il y aura beaucoup de mots en commun entre l'arabe et le turc. Par exemple, en arabe, istiqlal, en turc, istiklal, qui veut dire l'indépendance. Euh, Daoula en arabe devient devlet en turc, c'est-à-dire que le turc n'a pas la lettre W, donc ça devient V, et qui veut dire l'État, din qui veut dire la religion dans les deux langues. Qu'est-ce qu'on pourrait encore citer d'autres ressemblances entre l'arabe et le turc? C'est pas forcément des mots, ça peut être également des mots économiques. Par exemple, iktisat en turc, iqtisad en arabe, donc ça vient de l'arabe. Et puis il y a un deuxième mot qui est économie, qui vient du français. On a les mots par exemple chaise longue, qui veut dire une chaise longue pour la plage, ça vient du français. Lavabo, ça vient du français, mais ça ne veut pas dire lavabo, ça veut dire les toilettes. Il y a beaucoup de mots technologiques et du champ lexical plutôt scientifique qui viennent du français. Les Turcs n'adoptent pas beaucoup de mots de l'anglais, plutôt du français pour tout ce qui est technologique. Il dit, bon, par exemple, le mot virage, c'est virage en turc, ou virgule, c'est virgule. Il y a le mot marginal qui veut dire marginal en turc. Donc il y a pas mal d'emprunts à la langue française et voilà, ma petite présentation pour la langue turque, elle est un peu moins longue que pour l'arabe, car il y a beaucoup moins de difficultés en turc qu'en arabe. Je pense que la langue turque est beaucoup plus logique que l'arabe, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'exceptions. C'est une langue où il n'y a quasiment pas d'exceptions. Ah oui, il y a l'harmonie vocalique, j'ai oublié de mentionner cela. Alors qu'est-ce que l'harmonie vocalique? Euh, Prenons un exemple. Il y a, pour dire dans le restaurant, dans quelque chose, en turc, c'est soit de, soit da. Alors, comme je vous l'ai expliqué, en turc, c'est dans le sens inverse qu'en français. C'est-à-dire qu'en français, on dit dans le restaurant, mais en turc, on dit restaurant dans. C'est-à-dire lokanta da. Dans ce cas-là, c'est da. Si on la colle au mot lokanta, lokanta da. Donc, lokanta da, mais là c'est da. Okulda, à l'école c'est aussi da, mais parfois c'est des. Par exemple, lycée des, au lycée, lycée des. Çıkışta. Ah oui, parfois c'est ta, çıkışta, à la sortie. Donc il y a plusieurs variantes pour le même concept de dans, et le son dépend des sons qui précèdent. Pour savoir si c'est da, des, ta, il faut un peu regarder avant dans le mot qui précède cette préposition. Il faut un peu regarder et il faut connaître certaines règles. J'ai jamais appris, je les ai jamais apprises. J'ai appris intuitivement en écoutant, en lisant, en regardant des films, des séries turques et c'est venu comme ça. Donc voilà, l'harmonie vocalique. Et un petit exemple de la structure de la phrase turque qui pourrait être intéressant pour Taylor ou pour les autres personnes qui souhaiteraient apprendre le turc. Euh, Lokanta, restaurant. Lokantada, au restaurant ou dans le restaurant. Lokantadayız, nous sommes dans le restaurant. Le yız veut dire nous sommes. Donc vous voyez, nous sommes dans le restaurant, c'est dans le sens en turc, pardon. Euh, Par exemple, nous sommes dans les restaurants. C'est un exemple artificiel, mais ça devient lokantalar. L'art étant le pluriel parfois c'est l'air, parfois c'est l'art, donc ça dépend de l'harmonie vocalique.
Dans ce cas-là, c'est lar. Lokantalar da dans yız. Nous sommes dans les restaurants. Lokantalar da yız. Donc les mots deviennent de plus en plus longs. C'est une phrase qui est composée d'un seul mot, en fait, auquel on a ajouté des suffixes qui donnent du sens à la phrase. Voilà, je vais faire une dernière vidéo pour la dernière question et j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao ciao.